nouvelles technologies permettraient aux femmes de s'émanciper davantage, et pourtant c'est l'inverse. J'ai longtemps cru à ceci, jusqu'à ce que j'entende une plainte dans la rencontre en ligne qu'il y avait une souffrance qui commençait à s'exprimer avec des rapports humains tendus, une certaine violence relationnelle. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. On ne peut pas vous raconter ce qui s'est passé là, mais on a vécu un événement incroyable. Tous les mardis, j'ai le plaisir de retrouver Nadia El Bouga avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Nadia, je rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Eh bien si, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, notre studio est tombé en panne et on a cru qu'on ne pourrait pas faire cette émission en direct. Voilà. Et on a eu... Et la lumière fut. Et la lumière a été. Bien, en espérant que la lumière soit jusqu'à la fin de l'émission, en tout cas jusqu'à 13h. Notre invitée aujourd'hui est Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes, merci de votre patience Géraldine, vous êtes psychopatricienne, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective. Et vous publiez Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping, aux éditions Le Duc. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de mots en lisant votre livre, mais j'ai appris un mot, le mot anuptaphobie. Shkoun, anuptaphobie. Bravo. L'anuptaphobie, c'est la peur de ne pas être en couple, c'est la frayeur de rester célibataire et c'est une anxiété telle que l'on va accumuler les datings, être aux aguets, j'allais presque dire sauter sur tout ce qui bouge. En tout cas, c'est une frayeur d'être seul, de ne pas être en couple et qui touche tout le monde. Et surtout accentué par les injonctions de la société, parce qu'il faut absolument être en couple. Et donc ces personnes qui ont peur de rester célibataires sont dans un environnement et une société qui leur rappelle constamment cette problématique. Et vous dites que c'est directement lié à la blessure d'abandon. Oui. L'anuptaphobie. Ça renvoie à la dépendance affective, à la blessure d'abandon et de rejet. On se sent sur le bas-côté, on se sent sans valeur, parce que la norme nous signifie que si on est en couple, et surtout pour les femmes, on a plus de valeur. C'est une injonction sociétale, expliquez-vous. Absolument. Nadia, vous connaissiez cette pathologie, l'anuptaphobie ? Alors, je ne connaissais pas le terme, mais effectivement, ce symptôme dû comment dirais-je, c'est une conséquence du fonctionnement sociétal, une conséquence des normes sociétales. Oui, ça je le connais parce qu'effectivement, quand on est thérapeute, sexologue, enfin, en tout cas qu'on accompagne des femmes et des hommes sur ces sujets, on est amené à rencontrer, oui, des femmes et des hommes, plus de femmes d'ailleurs que d'hommes, qui sont anuptophobes. Et vous dites symptômes et pas pathologie. Oui, parce que après, si on est puriste, c'est pas une typologie qui est répertoriée dans des bouquins comme le DSM, voilà, au niveau psychopathologique. En revanche, comme le dit très justement Géraldine dans son livre, on peut rattacher l'anuptaphobie à la dépendance affective et même à certaines phobies d'ailleurs. Alors Géraldine, vous avez longtemps cru que les nouvelles technologies permettraient aux femmes de s'émanciper davantage, et pourtant c'est l'inverse. Oui, j'ai même répondu à des interviews en disant ça, que ça facilitait les rencontres, que ça permettait aux femmes plus de liberté. J'ai longtemps cru à ceci, jusqu'à ce que j'entende une petite musique dans mon cabinet, une plainte de la part de nombreuses femmes d'âges différents, et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait dans la rencontre en ligne et les communications via nos outils de modernité, qu'il y avait une souffrance qui commençait à s'exprimer avec des rapports humains tendus, une certaine violence relationnelle. Mais en quoi justement ces nouvelles technologies numériques accroissent-elles les inégalités hommes-femmes ? Parce que vous parlez quand même de chimère digitale et vous dites que finalement on ne rencontre jamais de vraies personnes, alors au sens physique mais aussi au sens psychologique, spirituel du terme, mais des avatars.
Absolument. D'ailleurs, on voit sur nos réseaux sociaux, on a la possibilité de créer nos avatars. C'est très ludique, hein. Moi, je le fais. J'ai mon avatar sur les réseaux sociaux. Je peux changer d'apparence au gré de mes changements de couleur de cheveux ou changer mes robes, etc., etc. Donc, on voit déjà que nous pouvons créer une image de nous-mêmes en fonction de ce qui nous plaît de montrer à l'autre. Mais est-ce que cette image, elle est conforme à la réalité ou pas du tout ? Ça dépend de ce qu'on a envie de montrer, ça dépend aussi du regard que nous avons sur nous-mêmes et ce qu'on a envie de donner à voir. Et quand on crée un profil dans le dating, sur les applications de rencontres, sur les sites de rencontres, on va créer un profil en fonction de ce que l'on pense être juste comme on crée un produit. Et ce produit, on va le sculpter, le créer pour que ça plaise à notre cible, en fonction de ce que l'on cherche sur un site de rencontre. Et quand on interagit les uns avec les autres, on interagit avec tout d'abord un pseudonyme, une photo qui n'est pas forcément très ressemblante, voire qui a été photoshopée, voire un avatar, et l'autre va nous donner à voir en fonction de l'image qu'il ou elle a créée, et on va être en fait dans une conversation, un échange qui, en fonction de nos intentions, va être plus ou moins direct ou plus ou moins déguisé, plus ou moins masqué. Et c'est ce qui nous attend aussi dans un futur proche avec le métaverse, où on va créer notre avatar et où on va cheminer dans des espaces virtuels, avoir différentes activités dans ces espaces virtuels. Et j'ai voulu commencer mon ouvrage avec ceci parce que je voulais alerter sur qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Jusqu'où on va aller ? C'est important d'avoir conscience que c'est déjà là. On est déjà en train d'interagir avec les autres au travers d'une identité virtuelle. Elle va être plus ou moins proche de nous, plus ou moins éloignée, suivant notre structure psychologique, suivant là où nous en sommes, suivant nos peurs, nos névroses, etc. Mais tout ça est directement lié à la société dans laquelle on vit, puisque finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une espèce de cahier de conformité où il faudrait cocher des cases, et en fonction de ces cases, on va modeler, façonner notre avatar pour répondre en fait à la demande ou à l'offre qu'il y aurait en face. Tout à fait. J'ai fait la démarche de m'inscrire sur des applications de rencontres ou sur des sites de rencontres il y a plusieurs années auparavant, et aussi pour l'écriture de ce livre. Et les années auparavant, une petite dizaine d'années auparavant, et aujourd'hui, je me suis aperçue que j'avais le même ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des cases à cocher, et il y a certaines cases que j'imagine qu'on n'a pas envie de cocher. Et il y a aussi alors quoi, par exemple, des cases qui n'existent pas. Alors aujourd'hui, ça s'ouvre un peu plus par rapport aux orientations sexuelles différentes, par rapport au fait que on peut. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire ce que l'on cherche, mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément sincère avec ce que l'on cherche, c'est-à-dire du romantisme ou de la sexualité. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus la possibilité de décrire en quoi nous sommes différents, par exemple, ce qui fait notre différence. Alors on peut le mettre dans les petites lignes en dessous de notre photo, mais voilà, je trouve que c'est assez enfermant et qu'il y a des informations qui sont voilà, quels sont nos hobbies. On peut avoir aussi une vie artistique qui n'est pas un hobby, par exemple, en parallèle d'une vie professionnelle. Alors oui, on va le décrire ensuite dans notre rencontre, mais voilà, il y a des aspects comme ça plus ludiques que j'aurais aimé voir présentes. Et surtout, c'est le feeling que ça donne à certaines personnes. Si par exemple,
je suis une femme qui subit les injonctions, les réflexions, bah alors, t'es jeune, t'es jolie, pourquoi t'es pas en couple ? Et que moi-même, je me dis, bah oui, j'ai moins de valeur parce que je suis célibataire, et que je vais sur ce site, ou cette application, et que je commence à remplir les fiches, et je vais me dire, ok, donc si je veux être choisie, je dois me conformer en fonction des cases proposées. Et là où, pour moi, ça bug, c'est si je veux être choisie. Et souvent, les femmes se mettent en posture d'être choisies. Une certaine catégorie, pas toutes, mais ça vient de l'éducation, des informations que l'on reçoit au travers des fictions, des films, etc., où les femmes ont une certaine place, les hommes aussi, et des rôles. Alors, on sait qu'il y a des profils qui ont plus de chances d'être choisis que d'autres, en fait. Oui, alors vous dites surtout une chose importante, c'est que sous couvert de ce monde merveilleux, qui serait une possibilité agrandie de pouvoir rencontrer son âme sœur, il y a des algorithmes. Et en fait, ces algorithmes-là sont directement liés à ces fameuses cases qu'il faut cocher. Et l'algorithme va mettre, en fonction du genre auquel on appartient, des profils plus en avant par rapport à d'autres. En effet, en creusant le sujet et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y a certains sites, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, ça a été découvert, où on va booster certains profils et rendre plus invisibles certains autres profils. Et il y a notamment les bonus, les malus, c'est-à-dire que les hommes qui auront fait de longues études et qui ont une position sociale valorisante vont avoir des bonus, et les femmes qui ont un joli physique auront un bonus, mais si elles ont fait autant d'études, elles auront des points malus. Donc on voit là qui est valorisé, l'homme qui est successful, qui a fait de longues études et qui a une réussite sociale et professionnelle, et la femme doit être jolie, mais elle est perdante si elle est intelligente. En fait, c'est ça ce que ça veut dire en résumé. C'était le cas de Tinder avant, par exemple. Exactement. Mais le font-ils encore ? Ah, question. Avec Nadia El Bouga qui est avec nous. Aujourd'hui, notre invitée Géraldine Prévost-Gigant qui publie Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping aux éditions Le Duc. Nadia, vous présentez à la caméra puisque l'émission est filmée. On parle du marché, d'ailleurs, de la rencontre amoureuse. Et vous dites que ce marché crée plus de besoins que de solutions. C'est paradoxal. Parce que... Mais les gens ne s'en rendent pas compte au départ, en fait. Oh, absolument pas compte. Je pense que ce dont on ne se rend pas compte, et moi-même, avant d'écrire ce livre, je n'avais pas à ce point conscientisé le fait qu'en fait, l'amour devient un sujet de consommation. Et je trouve ça terriblement triste, en fait. Et quand les personnes s'inscrivent sur des sites de rencontres, elles souhaitent différentes choses. Les intentions, les désirs ne sont pas tous les mêmes, mais en tout cas, ceux qui souhaitent vivre une rencontre amoureuse ne se rendent pas compte qu'en fait, ils rentrent dans un système qui vient utiliser leur désir de rencontre amoureuse à des fins commerciales. Parce que tout comme les réseaux sociaux, plus on reste longtemps, et c'est d'ailleurs, ils sont d'ailleurs structurés pour créer chez nous de l'addiction. On a du mal à en sortir, on va scroller, liker, unliker, etc. pour rester. Et plus il y a de monde, et plus la valeur du réseau social augmente. C'est la même chose pour les applications de rencontres et pour les sites de rencontres. Donc en fait, on va utiliser un désir de rencontre chez les individus, voire un désir d'aimer et d'être aimé, à des fins mercantiles. Je trouve ça important d'en avoir conscience. Pourquoi ? Pour pouvoir choisir, pour pouvoir être conscient, pour savoir où nous sommes et ne plus être, allez, je vais dire un mot, manipulé, mais en tout cas, pour pouvoir reprendre une forme de pouvoir, finalement. Et finalement, c'est pour nous tous aussi
un gros challenge, c'est-à-dire comment ne pas être dépendant de nos outils de communication, nos smartphones, c'est la même chose. Parce qu'on ne nous a pas donné le mode d'emploi. On est en train de découvrir sur le tas les aspects lumineux et les aspects sombres de notre modernité. Alors justement, j'ai une question un peu plus métaphysique qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, vous pensez, vous en tant que femme spirituelle, que l'amour existe dans son essence, puisqu'on sait qu'il y a deux systèmes qui tirent finalement c'est l'amour avec un grand A ou l'amour amoureux également, qui est le système patriarcal et le système capitaliste. C'est ce que vous décrivez très bien tout le long de votre ouvrage. On pourrait se demander, est-ce que l'amour avec un grand A dans son essence existe réellement, finalement? Vous avez 3 heures. Hein. vous avez 3 heures. De toute façon, l'important, c'est que le mot patriarcat ait été prononcé. Non. Pour la première fois de l'année, Nadia. Je vais sortir de mon avatar. Voilà. Capitalisme et patriarcat, l'année a commencé. Non, parce qu'on sait, et Géraldine l'a dit très justement en première partie d'émission, lorsqu'on fait un choix, quand les algorithmes font un choix en mettant en valeur les hommes qui ont plus de fric, pour parler de façon triviale, et les nanas les moins cultivées, c'est parce que dans la société, le système patriarcal a construit les rencontres de ce type. C'est-à-dire que, d'ailleurs, faites un micro-trottoir chez certaines femmes et vous verrez que des femmes, et notamment des anciennes féministes, vous diront que dans les années 68, donc celles qui ont vécu la révolution sexuelle, vous diront que, eh bien, quand elles étaient bac+5, quand elles avaient un doctorat ou quand elles étaient diplômées, eh ben, elles faisaient les nunuches parce qu'il fallait surtout pas paraître plus intelligentes auprès de ces messieurs, sinon elles étaient désérotisées. Donc c'est une réalité, et en fait là ce qui est intéressant dans ce que nous expose Géraldine, c'est que finalement le Internet met en exergue ce qui existe dans la vie réelle. Donc ma question est vraiment sincère. Est-ce que, même si vous y répondez à la fin du livre, est-ce que l'amour existe réellement dans son essence, ou ça reste perpétuellement une construction sociale qui dépend des vécus selon les genres? Je pense que l'amour existe, oui. C'est en effet une énergie, une vibration, un ressenti que l'on peut avoir en dehors de la relation amoureuse. On peut se sentir pleine d'amour dans la nature, remercier la nature d'exister. Pour moi, c'est une vibration qui vient se colorer différemment. Donc l'amour amoureux existe, mais cet amour peut être biaisé suivant nos névroses, nos blessures affectives, notre histoire et la société. Et les messages que l'on reçoit sur c'est quoi être en couple, avec bien entendu un modèle hétéronormé et l'obligation d'être en couple. Donc en fait, c'est le modèle que vous utilisez dans votre livre, quand même, Géraldine. Et c'est celui qui... Et elle hétéronormée. Oui, vous expliquez. Je l'annonce. Oui, vous expliquez pourquoi. Elle dit qu'elle s'adresse aux femmes cisgenres hétérosexuelles. Exactement. Mais que ça n'exclut pas les autres, c'est parce que je m'appuie sur mon observation de plusieurs décennies d'accompagnement des femmes et cet accompagnement sur du long terme m'a permis d'entendre un discours qui change et des tendances qui se sont accentuées. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Donc, et pourquoi je m'adresse à elles spécifiquement? Parce que ce que j'ai entendu, c'est une réelle souffrance à être dans le célibat, à ne pas fonder de famille et avoir des enfants. Et cette souffrance vient obliger les personnes à s'interroger sur leur réel désir. Est-ce que, et ça c'est une vraie, et là on retrouve un questionnement métaphysique, en effet philosophique, c'est qu'on peut tous se demander, mes choix de vie, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent vraiment d'un désir profond de mon unicité, de qui je suis unique dans ce monde, ou est-ce que c'est le fruit de mon éducation, de mon transgénérationnel et de ce que la société dit
de moi. Et c'est une vraie question que moi, je me suis posée un jour, que je me pose régulièrement, comme une sorte de chemin d'authenticité et de vérité avec moi-même, et qu'on devrait tous et toutes se poser. Parfois, on n'a pas la réponse, mais juste de se la poser ouvre le champ sur une liberté, finalement. Et d'ailleurs, vous invitez les hommes à se poser cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre l'amour amoureux, le désir au sens large, le désir sexuel. Il y a toutes ces confusions. Et la norme. Et la norme, exactement. Qui font que les personnes se retrouvent un peu perdues et elles ne se connaissent pas elles-mêmes avant toute chose. Et elles ont comme point de repère ce que la société nous dit, c'est-à-dire le bonheur, c'est de suivre ce chemin de normes, alors que certaines personnes vont souffrir d'être dans la norme. Et ce que je souhaite porter comme message, aussi bien dans le livre que dans mes accompagnements, c'est de dire aux personnes, nous pouvons nous autoriser à sortir du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, où se trouve, quel est le chemin qui va m'épanouir le plus ? Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Et que ce qu'on nous dit être le chemin du bonheur ne l'est pas forcément. D'ailleurs, on ne le dit plus. On nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi ? Pourquoi ce chemin-là ? Il va correspondre à certaines personnes et il ne va pas correspondre à certaines autres personnes. Et ce qui est important, c'est pouvoir s'autoriser à sortir du cadre, oser être soi-même. Pour ça, en effet, il faut s'interroger sur qui suis-je, où vais-je, où cours-je, et pouvoir ensuite faire des choix qui nous correspondent le plus possible. Oui, faire finalement une espèce de ménage intérieur entre ce que l'on se trimballe donc via le transgénérationnel, exactement, comme héritage, et ce que l'on construit nous-mêmes et déconstruit également nous-mêmes pour se révéler en réalité. Et se rencontrer, exactement. Oui. Ouais. Donc, vous ne fustigez pas Internet, mais vous dites, voilà, il y a ces outils-là et il y a ces informations à avoir pour aller en connaissance de cause vers la rencontre de l'autre. Absolument, j'adore la modernité. Moi, je suis au taquet sur tout ce qui est ce qui peut nous permettre de communiquer, d'abolir les frontières, de se rencontrer, d'alléger nos vies aussi de certaines contraintes. Moi, j'adore. Ce que j'invite à faire, c'est... Et si on réfléchissait à une éthique relationnelle au travers de nos outils ? Parce qu'en fait, nos outils nous habituent aussi à être dans une forme de rapidité, d'instantanéité. Et j'observe que moi-même et mon entourage, on gère de moins en moins la frustration. Il faut que ça aille vite, par exemple. Ça m'a très vite interpellée. Je me suis dit, tiens, ma façon de gérer la frustration n'est pas la même. Pourquoi ? En fait, dès que j'ai besoin d'un truc, je prends mon smartphone, il y a des applications pour ça, clic, clic, clac. En 3 clics, j'ai ce que je cherche, ce que je veux. Et quel impact ça a sur mon mode de fonctionnement ensuite dans la vie, la vraie vie. Alors, on est toujours dans la vraie vie, mais voilà, dans le non virtuel. Je pense que notre modernité, si on n'y prend pas garde, va modifier et modifie déjà notre relation aux autres. Je parle beaucoup aussi, par exemple, de la relation à l'objet qu'on peut avoir. On prend, on jette assez facilement. On interrompt une conversation assez rapidement parce que nos outils techniques nous le permettent. Et donc, à nous, en fait, d'être conscients de cela et de prendre soin des autres aussi et de réfléchir avec cette modernité. Alors c'est intéressant quand vous dites on peut arrêter une conversation aussi facilement, comme d'ailleurs vous le dites très bien et ça fait partie de votre titre, on peut ghoster, donc vous nous expliquerez, arrêter en fait une relation de façon unilatérale sans ne jamais se justifier ni expliquer ni considérer l'autre finalement. Alors ghosting est un terme anglo-saxon qui parle du fantôme, c'est-à-dire que l'autre devient un fantôme, sort de notre vie sans laisser d'adresse ni d'explication, et on va se retrouver sans la possibilité de savoir ce qu'il se passe, et
là où je trouve que c'est très violent, en tout cas c'est ce que me témoignent les personnes qui le vivent, c'est que le protagoniste, le fantôme, va nous bloquer, déjà nous éjecter de ces réseaux sociaux, voire va nous bloquer, et quand on va essayer d'entrer en contact avec cette personne via les plateformes de communication, WhatsApp, Messenger ou les réseaux sociaux, on va avoir à la place de l'image ou de l'avatar une zone grise, voilà, il n'y a rien, un blanc, un vide, il n'y a plus personne. Est-ce que vous êtes zen, Nadia? Oui, toujours. Qu'est-ce que vous faites là, ça important, ça, la zénitude. Oui, voilà, je suis inspirée par Sorcière Karima. Alors, faut dire qui c'est, Sorcière Karima? Alors, Sorcière Karima, Karima Chadibaou. Voilà, Chadibaou. Spéciale dédicace. Spéciale dédicace, tout à fait. Bien. Notre invité ne connaît pas encore Sorcière, mais on le présentera un jour, puisque notre invité s'appelle Géraldine Prévost-Gigant. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, c'est pas facile de dire, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective, et que vous publiez Les femmes et l'amour. Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping. Et l'éditeur, c'est Le Duc. Alors, on parlait tout à l'heure des comportements toxiques qu'on rencontre dans la cybermodernité de l'amour. Vous avez commencé à parler du ghosting, véritable phénomène de société aujourd'hui. Vous parlez même d'un deuil pour le ghosting. Oui, je parle du deuil ambigu, la perte ambiguë. Oui. La perte amoureuse ambiguë. La perte amoureuse ambiguë, c'est un terme que je propose. On parle du deuil ambigu quand, par exemple, on perd quelqu'un dans un accident et qu'on ne retrouve pas le corps. Et il y a aussi la perte ambiguë quand il y a le corps, mais il n'y a plus l'esprit, comme par exemple les démences mentales, Alzheimer, etc. Donc, le deuil est difficile à faire quand il nous manque soit l'esprit, soit le corps. Et donc, je propose ce terme que je trouve approprié par rapport au ghosting, qui est la perte ambiguë, le deuil ambigu. C'est parce que l'autre a disparu, et là, son esprit et son corps, en tout cas, de nos outils de communication et de notre communication tout court, il ou elle injoignable. On ne peut pas échanger, on ne connaît pas la raison de son départ, de l'arrêt de cette relation. Et le deuil, dans ce cas, va être difficile parce que déjà, un deuil est de toute façon pas facile. Le deuil d'une relation, un deuil tout court et le deuil d'une relation n'est pas facile. Mais si il nous manque des informations, ça va nous ralentir, voire nous bloquer dans les phases de deuil pour ensuite passer à autre chose. Donc c'est ce qui peut se passer lorsqu'on est ghosté ou zappé par la personne absolument. Qui on est entré en contact. C'est ce qui est difficile dans le ghosting, c'est la situation et aussi l'après. C'est ce que j'ai observé dans mes consultations. Et donc, j'accompagne ces personnes pour qu'elles puissent faire leur deuil de la relation et passer à autre chose malgré le manque d'informations. Mais est-ce qu'on a le droit de ghoster quelqu'un ? Bien sûr. Après, ça dépend de nos valeurs, je pense qu'on a pu tous se retrouver à un moment donné dans cette situation en dehors de l'amour, amical, professionnel. Ça me prend trop la tête. Voilà. Allez, Zach. Exactement. Vous voyez. Exactement. Et c'est dans notre nature et on a le droit de choisir, ça c'est clair. Ce que je souligne, c'est que notre modernité va accentuer des tendances et va banaliser certains comportements, et c'est important d'en avoir conscience pour réguler aussi, se dire attends, c'est pas cool, où j'en suis avec ça, voilà. Puis après on décide, en effet on peut aussi décider de disparaître ou en tout cas de couper court à certaines relations si par exemple on est dans des difficultés de relations, d'emprise, de toxicité. Là par exemple j'invite les personnes à couper court à ces communications-là. Donc tout dépend du contexte, de la nature de la relation, du lien. Il y a un certain nombre d'informations et de données qui peuvent justifier ou non aussi notre décision de couper court à quelque chose, à une relation, quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a un autre travers aussi qu'on peut rattacher au ghosting, vous en parlez, dans les 13 comportements toxiques que l'on peut rencontrer via
via les plateformes de rencontres, c'est le mooning. Des personnes qui vont créer une pause imposée, si je peux dire ça. Exactement, oui. En mode lune, en mode sommeil, on a sur nos téléphones maintenant la possibilité d'être en moon pour ne pas recevoir de pop-up d'informations. Et parmi les nouveaux comportements, en effet, ce que j'ai observé, c'est qu'on va avoir donc une conversation en ligne sur les messageries, et à un moment donné, la personne ne dit pas au revoir, à tout à l'heure, je suis occupée, je reprends la conversation plus tard. Elle met en mode moon, voilà. Et le correspondant ou la correspondante reste en plan. Ah, ok, c'est banal, on l'a tous vécu, mais ça signe aussi de nouvelles habitudes qui sont intéressantes à observer, à regarder et se dire qu'est-ce que ça dit en fait. Et nos outils nous permettent d'être dans une telle rapidité qu'on ne se rend pas compte en fait de ce que nous sommes en train de faire. Et si on transposait ceci à la vraie vie, dans la réalité, c'est comme si on se parle, vous et moi, et puis je suis en train de vous expliquer quelque chose, puis moi, et puis vous sortez. Oui. On le ferait difficilement dans la vraie vie, à moins d'être vraiment dérangé ou asocial aussi. Il y a des gens qui arrivent le matin qui vous disent pas bonjour, qui vous calculent pas. Ouais, absolument. Ça arrive. Oui. Mais là, tu prends un vent, comme on dit. Voilà. J'ai pris un vent. Oui. Ouais. Même si j'excuse pas ce type de comportement, ça reste quand même différent d'une personne qui a entamé un contact et qui, tac, sans explication, en fait, s'éjecte. Oui, mais c'est un contact virtuel. Et justement, c'est ça que je souligne, ça reste un contact. C'est qu'en effet, tout à fait, merci de le souligner, Philippe, c'est que on se dit que c'est virtuel, donc ça compte pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets des guillemets à chaque fois que je dis la vraie vie, parce que si on dit que la vraie vie est la vraie vie, ça veut dire que la vie virtuelle n'est pas la vraie vie. Or, c'est aussi la vraie vie. Et là, notre cerveau humain, là, il n'a pas capté le truc. En tout cas, peut-être que les très jeunes générations, ceux qui ont déjà un smartphone alors qu'ils sont encore dans le berceau, vont peut-être capter le truc et rendre beaucoup plus réel ce qui est virtuel. Mais les plus âgés n'ont pas encore compris qu'en fait, c'est pour de vrai. Tout à fait. Alors que moi qui suis plus âgé, je pense que la vie sur les réseaux ou sur les applications, c'est une vie fantasmée. Ah, voilà. Moi, je pense pas que c'est la vie, je pense que c'est fantasmé, c'est autre chose. Alors que donc, je suis trop vieux, c'est pour ça. Alors, puisque vous me dites que c'est la vraie vie. Et oui, c'est la vraie vie. Et c'est des vraies relations. C'est la vraie vie, mais qui est immatérialisée. Oui. Mais ça reste la vraie vie. D'ailleurs, des gens vous diront, oui, moi, je vis à travers les réseaux sociaux, mais c'est moi, c'est... Vous dites, j'ai une relation sur les réseaux sociaux, c'est ça. Vous savez, oui, mais vous parlez des célibataires qui s'inventent justement d'ailleurs des relations. Oui. Mais on peut dire que j'ai une relation sur les réseaux sociaux ? Ah, c'est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des personnes qui vont avoir des relations sur les réseaux sociaux, qui ne vont jamais rencontrer cette personne, et qui vont vivre une vraie histoire. Mais là, ce sont des personnes qui souvent vont projeter, sublimer la relation, se raconter des histoires, rendre réel un fantasme. Donc en effet, ça c'est aussi un des écueils du virtuel, c'est que ça laisse toute la place à la sublimation. C'est pour ça que j'invite les personnes qui se rencontrent en ligne à se rencontrer dès que possible. C'est quoi le bon moment Bon, assez vite. Prendre un verre. Non, mais quand vous dites vite, il ne faut pas que ça s'éternise plus de combien de temps ? Plusieurs jours. Moi, je dis que si ça colle bien, si ça match, si on a envie de se rencontrer, d'en savoir plus, on prend un verre et puis on voit. Ça ne sert à rien de passer 4 heures au téléphone ensemble si on ne s'est pas vu. Là, ça va entretenir la sublimation. C'est-à-dire que si je suis je rêve de rencontrer la bonne personne et que, en effet, la conversation téléphonique ou le chat dure, je vais projeter à fond tous mes rêves et je ne vais pas rencontrer l'autre réellement. Là, on retrouve la notion d'avatar, en fait. L'autre donne à voir et il donne à voir le meilleur parce qu'on est là pour séduire, pour se plaire. Et dans la rencontre, dans le réel, on va y avoir aussi plein d'informations qu'on va capter dans le non-verbal. On capte énormément d'informations sans en avoir conscience.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un pont qui peut se faire avec ce qu'on a déjà traité comme sujet, la fictosexualité et la fictoaffectivité, où on trouvait... Alors, il faut rappeler à tout le monde, Nadia, parce qu'on a oublié. Oui. C'était il y a longtemps. C'est l'attachement sexuel et amoureux à des personnes fictives, en fait, des personnages, des mangas, des stars, voilà. Et finalement, à l'époque, quand on faisait partie des premiers à avoir traité ce sujet-là, on nous prenait vraiment pour des extraterrestres en disant mais ça n'existe pas, ça n'existera pas, vous êtes vraiment... mais si, en fait, si. Quand on lit Géraldine, on se dit mais en fait, oui, il y a le lien qui risque de se faire directement, parce que, comme vous dites très justement, aimer finalement ou sublimer une représentation qu'on a fait de l'autre, c'est de la ficto-affectivité finalement. On aime ce que l'on projette chez l'autre, mais aime-t-on réellement l'autre pour ce qu'il est, puisqu'on ne sait pas qui il est au final. Et ça me fait penser aussi à ce que ça peut alimenter comme tendance psychique, parce que là, on est dans un irréel, dans quelque chose d'évanescent, et chez des personnalités qui vont être fragiles, ça peut venir alimenter... je pense au partenaire d'une de mes patientes qui avait fait une forme d'auto-hypnose et avait rencontré une femme qu'il pensait être une femme rencontrée dans d'autres vies, et il disait à ma patiente qu'il ne pouvait pas l'aimer elle parce que il était dans une relation d'amour fort et intense avec cet être hors du temps. Donc là on retrouve en fait on n'est pas dans le virtuel, on est dans l'imaginaire, ou peut-être dans un autre temps, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que nous sommes dans cette vie et que nous avons des expériences à faire avec des êtres qui sont dans des corps tangibles et palpables. Voilà, et palpables. Et d'ailleurs, palpables, ça peut être très sympa aussi. Alors moi, j'ai une question pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que rencontrer des gens sur des plateformes de rencontres sans passer à l'acte, c'est tromper si on est en couple? Alors, c'est ce que vous appelez le rutching, je crois. Le negging, non? Le negging, c'est autre chose. Non. Mais est-ce que c'est tromper? En tout cas, ça dit quelque chose de là où nous en sommes dans notre relation, si on éprouve le besoin de séduire de façon réelle ou virtuelle. Mais le virtuel, on rejoint la notion de... Non, mais sans virtuel, sans passer à l'acte, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien. Juste comme ça, je suis inscrit. Alors, on peut avoir besoin... Voilà, je suis inscrit. Juste et je fais rien. Je suis inscrit sur une appli de rencontre. Ouais, ça dit quelque chose. Alors ça dit quoi? À chacun de se poser la question. Voilà. Ça peut rentrer dans ce que vous appelez le rutching, c'est-à-dire cette aussi envie de collectionner pour se narcissiser. Absolument. Et pour se rassurer. Se rassurer de ce que je plais encore. Est-ce que finalement je suis encore bankable dans le milieu comment de l'amour. Bankable dans le milieu de l'amour. Votre mot là. Le rutching. Ah, c'est le braconnage. Oui, c'est ça. Collectionner les crushs. Mais ça, dans la vraie vie, pour reprendre l'expression, en tout cas dans le non-virtuel, il y a des personnes qui sont des personnes très séductrices parce qu'elles ont un besoin constant de se rassurer. Il y a une faille narcissique, c'est-à-dire une faille d'estime de soi, qui est un puissant fond. Et là, ça mérite d'être regardé parce que ça peut entraîner certains quiproquos ou des modes relationnels qui ne sont pas forcément très positifs. Bien, votre livre s'appelle Les femmes et l'amour. Comment bien vivre à l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping aux éditions Le Duc. Alors vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nadia, à mardi, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.